Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour. La conférence internationale sur le Liban à Paris hier a donc permis de récolter autour d'1 milliard de dollars, 800 millions d'aides humanitaires, 200 millions pour l'armée. Il faudrait 20 milliards, disent certains experts libanais. Est-ce que 1 milliard, ce n'est pas finalement trop peu ? Le Liban avait besoin de la communauté internationale et hier à Paris, la communauté internationale ne lui a pas fait défaut. C'est un résultat inattendu, très largement au-dessus de ce qu'on pouvait espérer. Et je suis très heureux que ce soit la France qui, hier, un mois après le début de l'escalade au Liban, ait accueilli cette conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban, qui va permettre de répondre à l'urgence à laquelle les Libanais font face aujourd'hui dans le domaine sanitaire, dans le domaine du logement, dans le domaine éducatif, et qui a permis aussi de passer un certain nombre de messages. 100 millions d'euros pour la France, c'est la contribution. Bon, il se trouve que 100 millions d'euros, c'est déjà aussi la somme qui avait été donnée par la France en 2020-2021, après l'explosion du port de Beyrouth. Et à l'époque, Emmanuel Macron, il s'était dit inquiet de la bonne arrivée, on va dire, de l'aide jusqu'aux citoyens libanais, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des assurances que ça va fonctionner ? Absolument, parce que ce milliard de dollars que nous avons levé hier, il sera mis entre les mains d'une part du centre de crise et de soutien qui dépend de mon ministère et qui a cultivé et qui entretient avec des acteurs libanais des relations de confiance. C'est le cas de la Croix-Rouge libanaise, par exemple, c'est le cas de l'Ordre de Donc ce n'est pas une aide qui va au gouvernement libanais. Et par ailleurs, cette aide, elle arrivera chez les Libanais par l'intermédiaire des agences de l'ONU. Et ces agences de l'ONU ont mis en place des mécanismes de traçabilité, de redevabilité, comme on dit dans le jargon, pour pouvoir rendre des comptes aux donateurs. Et donc, il n'y a aucun sujet de confiance. Cet argent sera mis à profit. Ça suffit à garantir que cet argent n'ira pas notamment au Hezbollah, c'est la particularité de ce mouvement, qui est aussi au gouvernement provisoire du Liban. Question qui s'était un peu posée pour Gaza et le Hamas. Évidemment, et d'ailleurs je le dis aux acteurs français, entreprises, fondations, collectivités qui voudraient aujourd'hui prendre leur part et aider le Liban, ils peuvent se tourner vers mon ministère, se signaler, puisque nous avons conçu deux fonds, un fonds pour les collectivités, un fonds pour les entreprises qui leur permettent de soutenir le Liban en toute confiance, puisque l'argent ira à des acteurs avec lesquels nous entretenons des liens de grande confiance. Là, hier, c'est de l'argent privé, c'est les collectivités, il y a des grosses entreprises qui sont mobilisées, c'est quoi Ce milliard de dollars a été levé auprès des États, mais vous avez raison de signaler que 3 millions d'euros ont été apportés par des entreprises françaises, et notamment CMA CGM, BNP Paribas ou Engie, qui ont décidé d'accompagner cet élan de solidarité. Je les en remercie et j'appelle les autres entreprises françaises à prendre leur part. Alors vous évoquiez l'instabilité politique au Liban, enfin vous l'évoquiez en creux, rappelons que c'est un pays qui n'est plus vraiment gouverné et ça dure depuis un certain nombre d'années. Est-ce que pour vous aujourd'hui il y a un risque de guerre civile au Liban comme ça a pu être le cas par le passé ? Le Liban est un pays pluriel et il doit le rester. Qu'est-ce que j'entends par pays pluriel ? C'est un pays où cohabitent des communautés, des confessions différentes, une mosaïque confessionnelle, avec des musulmans chiites, des musulmans sunnites, des chrétiens maronites, des druzes. Aujourd'hui, depuis le début des opérations terrestres au Liban, vous avez des déplacements de population massifs. Vous avez autour d'1 million de personnes qui ont quitté le sud pour fuir les combats et qui se retrouvent aujourd'hui dans des villages, qui se retrouvent à passer la nuit dans des écoles, ce qui crée des tensions sur France Info des reportages avec des citoyens, des Libanais qui disent nous on veut pas avoir des chiites chez nous, ils viennent, on veut pas les accueillir parce qu'on a aussi peur de se faire bombarder par Israël. Tout ça est un facteur de tension. Écoutez, on a peur de se faire bombarder, mais plus simplement, on voudrait que nos enfants puissent retourner dans les écoles, puisqu'aujourd'hui, une grande partie des écoles sont fermées pour pouvoir accueillir ces déplacés. C'est pourquoi la France appelle aujourd'hui au cessez-le-feu. Parce que si cette situation devait perdurer, eh bien ces tensions pourraient s'aviver et effectivement soulever le risque d'une guerre civile qui précipiterait
le Liban vers le chaos et l'effondrement. Alors, on a beaucoup de questions sur la relation entre la France et Israël. La charge très violente d'Emmanuel Macron hier, on ne défend pas une civilisation en semant soi-même la barbarie, est une réponse à Netanyahou qui, la veille, évoquait sur CNews une guerre pour la civilisation, justement. Qu'espère Emmanuel Macron avec ce type de déclaration ? La question, c'est plutôt qu'espère Benjamin Netanyahou avec ce type de déclaration lorsqu'il dit que c'est une guerre de la civilisation contre la barbarie. Lorsque l'on se revendique de la civilisation, comme le fait Benjamin Netanyahou, eh bien, il faut montrer l'exemple. Mais il faut respecter le droit international et le droit international humanitaire. Entendons-nous. Le peuple Israël, le peuple juif a été frappé dans sa chair par un attentat terroriste, le pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah. C'est un traumatisme qu'il est interdit de sous-estimer et qu'il est interdit de relativiser. Mais ceci étant dit, ça n'est pas faire offense au peuple d'Israël et au peuple juif de rappeler constamment, et c'est la position de la France, le gouvernement d'Israël a ses obligations au regard du droit international. C'est ça, j'ai rappelé en permanence cette attaque du terroriste terrible du 7 octobre justifie, est-ce que cette attaque justifie sans cesse cette guerre sans limite, de faire sauter 6 immeubles d'habitation en plein Beyrouth pour aller toucher le bunker d'Hassan Nasrallah en tuant 50 civils du quartier chiite ? Ce que nous disons, c'est que la violence engendre la violence. Qu'en semant la violence, on récolte la violence et parfois on crée un mal pire que celui auquel on voulait remédier. Je donne un exemple. Pour le Liban, en 1982, le nord d'Israël, comme aujourd'hui, était menacé dans sa sécurité par une organisation qui s'appelait l'OLP. L'armée israélienne a chassé l'OLP. Mais à force de destruction, à force de déplacement de population, que s'est-il passé ? Eh bien, cela a créé un terreau propice à l'émergence de qui ? Du Hezbollah. Alors, ne répétons pas les erreurs du passé, cessons le feu. Mais le et cheminons vers la paix. Précisément, vous parlez au Hezbollah ? La France parle au Hezbollah ? La France parle à tous les acteurs de la région. Que leur dites-vous ? Parce que nous appelons à cesser le feu. Tout simplement. Nous leur rappelons que leur responsabilité dans la situation actuelle du Liban est très lourde, parce qu'ils ont décidé de faire pleuvoir le feu de leurs roquettes sur Israël dès le 8 octobre de l'année dernière, au lendemain du 7 octobre, et que ce faisant, ils ont entraîné le pays dans une guerre qu'ils n'avaient pas choisie, et qu'aujourd'hui, leur responsabilité, et la seule chose à faire, c'est de baisser les armes. Voilà, précisément, c'est vrai que depuis un an, les Israéliens disent qu'ils vont riposter. Que peut faire la France ? Est-ce que la France peut quelque chose pour stopper le bras du Hezbollah ? La France peut faire un certain nombre de choses. La première, c'est d'apporter son aide au Liban, et c'est ce que nous avons fait hier, un mois après le début de l'escalade, comme nous l'avons fait pour Gaza l'année dernière, un mois après le 7 octobre. Et c'est pas stopper le bras du Hezbollah. Ensuite, effectivement, la responsabilité de la France, c'est de faire avancer les négociations et la diplomatie. C'est ce que nous avons commencé à faire il y a un mois avec les Américains en présentant une proposition, une formule de trêve de 3 semaines suivie de la mise en œuvre de ce qu'on appelle la résolution 1701, c'est-à-dire les règles permettant de garantir à la fois la sécurité au nord d'Israël et puis l'intégrité et la souveraineté du Liban. Au-delà d'un fleuve au Liban. Le Hezbollah se retire du sud d'Israël. Et Israël, du sud du Liban, et Israël se retire aussi. Et ce sont les forces armées libanaises et les casques bleus qui assurent la pacification et la stabilisation de la zone. C'est une proposition qui a été présentée par Emmanuel Macron et par Joe Biden. C'est la base à partir de laquelle nous continuons à engager les deux parties au conflit pour les amener le plus rapidement possible au cessez-le-feu. Concernant ce qui se passe à Gaza, Jean-Noël Barrot, les otages, des négociations doivent reprendre au Qatar, dont on connaît le rôle d'intermédiaire, sur négociations qui impliquent leur libération, c'est ce que dit Israël. D'abord, est-ce que vous avez de l'espoir concernant ces nouvelles négociations ? On sait qu'il y en a eu beaucoup et qu'elles n'ont pas abouti jusque-là. Vous parlez des otages qui ont été retenus et qui sont parfois décédés dans l'enfer noir de la captivité à Gaza. Je pense aux 4 otages des adolescents qui ont été libérés en fin d'année dernière, dans les larmes. Mais dans la joie. Je pense aux 2 otages français qui ont été assassinés, et je pense effectivement à nos 2 otages qui sont encore retenus, Ofer Calderon et Ohad Yalomi. Évidemment que je cultive un espoir, mais je suis très inquiet. Je souhaite que la mort de Sinoir soit un tournant dans cette guerre à Gaza. Mais vous le voyez venir, le tournant, là, avec ces initiatives, ou pas ?
Je ne peux que me réjouir que les discussions se poursuivent. Je souhaite que Israël, après avoir accumulé les succès tactiques, les succès militaires ces dernières semaines, eh bien, tourne la page de la guerre à Gaza, obtienne la libération inconditionnelle de tous les otages, permette l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire qui est attendue et vitale pour que les populations puissent avoir accès et pour des réponses à leurs besoins les plus essentiels. Juste pour finir là-dessus, les dernières traces de vie des 2 franco-israéliens, elles datent de quand ? Nous suivons cette situation au jour le jour. Je ne peux pas évidemment communiquer sur toutes ces informations, mais les dernières manifestations de ces otages à leur famille datent d'un certain nombre de mois déjà. C'est pourquoi nous sommes très inquiets. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre espoir, parce que c'est la priorité de la France, libérer nos otages. Un mot du sommet des BRICS autour de Vladimir Poutine, qui a rassemblé chez lui une vingtaine de dirigeants étrangers, dont les présidents chinois, iraniens, turcs, le Premier ministre indien, c'était à Kazan. Quel regard portez-vous sur ces échanges ? Je crois que ces échanges, c'est un appel au sursaut de la communauté internationale, puisque ce qui se passe à Kazan... Certains parlent de basculement possible du monde. De basculement ou de fractionnement de la communauté internationale entre, d'un côté, et je mets des guillemets, l'Occident, et puis de l'autre, les grandes puissances émergentes. Je constate que beaucoup de pays se sont rendus à Kazan à l'invitation des BRICS et de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit que beaucoup de pays du monde considèrent aujourd'hui que la protection de l'ONU, du droit international, n'est pas suffisante et qu'il convient de se placer sous la protection de grands pays comme la Russie ou la Chine. C'est un appel au sursaut. Ce que la France défend, ce que le président de la République défend aujourd'hui, c'est une réforme de l'ONU pour permettre au Brésil, à l'Inde, mais aussi à des pays comme le Japon, l'Allemagne et à l'Afrique d'être mieux représentés au Conseil de sécurité pour que les décisions de l'ONU soient plus légitimes. Et il faut un sursaut, oui. Quand vous voyez Antonio Guterres qui va serrer la main de Vladimir Poutine, un meurtrier, comme dit la veuve d'Alexeï Navalny, ça vous choque, vous aussi, ça ? Ce qui me désole, c'est précisément ce qu'on appelle un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre fondateur de l'ONU, la Russie, aujourd'hui viole délibérément le droit international en s'en prenant à son voisin, l'Ukraine, mais aussi en se rendant coupable de crimes de guerre avec la déportation des enfants de l'Ukraine. Pardon, mais Antonio Guterres, il doit serrer la main de Vladimir Poutine dans un contexte pareil ? Je vous dis que quand je vois le secrétaire général des Nations Unies aux côtés d'un membre permanent du Conseil de sécurité qui viole tous les jours le droit international, Jean-Noël Barrot, je suis inquiet. Une des toutes dernières questions sur les troupes coréennes, nord-coréennes en Ukraine. Ça a été confirmé notamment par les Américains, par l'OTAN. J'imagine que la France le confirme aussi, cette présence de troupes. C'est une information qui n'est pas tout à fait une surprise, dans la mesure où on sait que la Corée du Nord... Ma question, pardon, parce que ma question était sur les conséquences que ça peut avoir. Est-ce qu'il faut une réponse de la communauté internationale ? Les conséquences que cela peut avoir, elles émanent du fait que cette information, lorsqu'elle sera avérée et documentée, constituera une nouvelle étape escalatoire dans ce conflit. C'est aussi d'une certaine manière une exportation de ce conflit vers l'Asie. Mais est-ce qu'il faut répondre ? Et c'est évidemment très grave. Maintenant, ce que cela souligne aussi, c'est la grande fragilité de la Russie de Vladimir Poutine, qui est obligée d'aller chercher de l'aide auprès de la Corée du Nord pour continuer son agression contre le peuple ukrainien. On ne saura pas s'il faut répondre ou pas à ces troupes, à la présence de troupes nord-coréennes. Et nous répondons à l'agression de la Russie depuis 2 ans et demi sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan humanitaire et sur le plan civil. Et nous allons continuer de le faire. Parce que ce qui se joue aujourd'hui sur la ligne de front, elle nous concerne tous. Elle concerne tous les Français. Elle concerne nos enfants. C'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, certes, mais c'est aussi la sécurité des Européens. Jean-Noël Barrot, vous restez avec nous. Ce 8h30 France Info se poursuit juste après le fil info de 8h47. Claire Checaglini. Comment vivre avec un réchauffement de plus 4 degrés d'ici 2100 ? Le plan d'adaptation climatique sera dévoilé par Michel Barnier. Le Premier ministre se rend cet après-midi à Givors, dans le Rhône, touché par des inondations la semaine dernière. Ce matin, le Gard et le Var sont en vigilance orange pour pluie-inondation. Le patron du foot français, favorable aux sanctions individualisées pour lutter contre l'homophobie dans les stades. Pour le président de la FFF, les meneurs doivent ne plus pouvoir se rendre au match. Philippe Diallo rappelle sur France
France Info qu'en France, 10 fois moins de supporters sont interdits de tribune comparé au Royaume-Uni. Donald Trump dément avoir déclaré qu'Hitler avait fait de bonnes choses. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a par ailleurs continué de cibler les migrants. Hier, lors d'un meeting en Arizona, « Nous sommes la poubelle du monde », estime le milliardaire. Il fustigeait ainsi l'arrivée de clandestins aux États-Unis. Une institutrice d'Alès dans le Gard déférée devant un juge pour violence aggravée sur ses élèves. Les parents de 6 enfants ont dénoncé des comportements humiliants et dégradants. L'enseignante conteste les faits. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe, des Affaires étrangères, vice-président du MoDem, on l'entendait, on est à 10 jours d'élection américaine qui a jamais été peut-être aussi cruciale. La dynamique est plutôt du côté Trump. Vous allez nous dire la France ne s'immisce pas dans un vote souverain, mais quand on entend les dernières déclarations de Donald Trump sur son adversaire, sur l'Europe, sur la justice américaine, sur Hitler qui aurait fait des bonnes choses, même si on l'entendait à l'instant, faut peut-être être prudent, mais néanmoins, ça va pas être simple quand même si Donald Trump est élu. Ça n'est jamais une bonne nouvelle lorsque la radicalité et l'outrance s'invitent dans le débat démocratique. Ceci étant dit, l'amitié entre la France et les États-Unis dure maintenant depuis 2 siècles. Elle a survécu à 59 élections présidentielles américaines. Je suis confiant qu'elle puisse survivre à une 60e. Amitié américano-européenne, peut-être pas. Il compare l'Union européenne à une mini-Chine sur le plan commercial. Ils prennent pas nos voitures, ils prennent pas nos produits agricoles, ils prennent rien, dit-il. La France n'indexe pas ses positions sur la politique américaine, mais l'Europe non plus, puisque depuis 7 ans, et sous l'impulsion de la France et du président de la République, eh bien l'Europe a décidé de prendre son destin en main. C'est ce que nous avons fait tout dernièrement lorsque nous avons décidé, ou lorsque la Commission européenne a décidé d'infliger des droits de douane sur des véhicules électriques chinois. Pourquoi ? Eh bien parce que ces véhicules électriques étaient subventionnés par la Chine au détriment des industries françaises. Donc oui, l'Europe se réveille, elle considère qu'elle doit être autonome, considère qu'elle doit être souveraine. Peut-être que ça déplaît à M. Trump, mais il faudra qu'il s'y habitue. À tel point que certains disent, y compris dans votre camp, c'est le cas de l'eurodéputé Bernard Guetta, ce serait pas finalement une si mauvaise nouvelle que Donald Trump soit élu, ça nous permettrait de resserrer les rangs sur des domaines cruciaux. Comme je vous le disais, après 2 siècles de relations entre la France et les États-Unis, on s'est adapté à des administrations démocrates, des administrations républicaines. Pour l'Europe, nous allons continuer à défendre notre vision du monde et la manière dont nous voulons que l'Europe se renforce. Jean-Noël Barrot, l'affaire et le cas Paul Watson, qui est toujours en prison détenu au Groenland, il a demandé hier à Emmanuel Macron la nationalité française. Est-ce que c'est une hypothèse à laquelle vous êtes favorable ? Paul Watson défend une cause qui est juste et qui est noble, et d'ailleurs je la partage. La France, d'ailleurs, la partage, puisque, comme vous le savez, sur la protection des océans, nous sommes en première ligne. Nous avons protégé 1/3 de notre espace maritime. C'est 3,4 millions de kilomètres carrés. Paul Watson a été arrêté au mois de juillet au Groenland. Nous avons, depuis le début de sa captivité, si je puis dire, suivi la situation de jour en jour, et nous avons adressé tous les messages en direction des autorités du Danemark et des autorités japonaises. Il réclame son extradition. Son extradition est entre les mains du gouvernement danois. Il a été question d'une demande d'asile, mais qui ne peut être octroyée en droit français que lorsque la personne formule sa demande sur le territoire national. Paul Watson a demandé à pouvoir être naturalisé. C'est une option que nous sommes en train d'examiner. Alors, d'autant que ça peut se faire pour le coup à distance. Il n'est pas obligé d'être sur le sol effectivement français. Est-ce que de votre point de vue, c'est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose? Je ne veux pas préempter une décision qui ne dépend pas de mon ministère, ou pas uniquement de mon ministère. Ceci étant dit, si cette possibilité était ouverte, j'y serais plutôt favorable. Vous êtes souvent à travers le monde, mais vous êtes aussi vice-président du MoDem, Jean-Noël Barrot. Votre groupe à l'Assemblée et les autres groupes gouvernementaux ont été pris à partie hier soir par la gauche, par le RN, qui vous accuse de faire de l'obstruction avec des centaines d'amendements sur le budget. D'habitude, ce sont les oppositions qui amendent. Hier soir, à 22h30, il en restait 2500 des amendements à examiner avant. Alors normalement, c'était ce soir, ce sera demain soir. Et ce qu'ils craignent, en clair, c'est que le texte soit transmis directement au Sénat sans que l'Assemblée ait pu se prononcer, puisqu'au bout de 40 jours, il faut que ça bascule. C'est ça que souhaite le gouvernement ?
La question, c'est ce que souhaite la France insoumise. Et après avoir fait de l'obstruction parlementaire, que souhaite le gouvernement aujourd'hui, la dans France cette affaire insoumise fait un refus d'obstacle, refuse de débattre au Parlement, alors même que dans les conditions dans lesquelles le gouvernement a conçu ce budget, il a été dit très clairement par le Premier ministre dès le premier jour que ce budget serait enrichi au Parlement. La France insoumise n'a qu'une obsession, faire tomber le gouvernement. Elle n'avait qu'une obsession cet été, empêcher la gauche d'accéder aux responsabilités. Elle n'en a qu'une aujourd'hui, c'est de censurer le gouvernement. Elle passe de l'obstruction, à laquelle nous avait beaucoup habitués, au refus d'obstacle. Mais que va faire le gouvernement pour que ce débat aille à son terme, qu'on ne soit pas dans ce que certains dénoncent comme un déni démocratique? Ou alors est-ce que c'est un 49-3 ? Comment on sort de 2500 amendements avant demain soir? Par exemple, et pour avoir été parlementaire pendant longtemps, je sais que c'est parfois un peu désagréable, mais le gouvernement a décidé d'ouvrir les débats ce samedi pour donner le maximum de temps aux échanges. 2500 amendements, ça ne passera pas. C'est impossible. Il y a eu 1000 et quelques amendements faits en quelques jours. Vous savez bien que... Mettez-vous à la place du Premier ministre qui nous a dit, et de manière très sincère, qu'il voulait que ce budget puisse être enrichi par les travaux au Parlement. Eh bien, on donne le maximum de temps au débat et de manière à ce que le budget soit le reflet le plus fidèle de ces débats au Parlement. Donc c'est faire la démonstration que les débats ont eu lieu et faire la démonstration que la gauche a bloqué. C'est ça que vous êtes en train de faire en fait. C'est ni plus ni moins que cette... Je récapitule. Le Premier ministre est arrivé à Matignon dans un moment où habituellement le budget est bouclé depuis longtemps. Il a hérité d'une copie budgétaire. Il a dit très clairement « Je veux que le Parlement se saisisse de ce budget et qu'il puisse l'enrichir ». Ça serait totalement incohérent aujourd'hui de dire je vais précipiter les choses, je vais mettre fin au débat parlementaire. Quitte à ne pas avoir de vote sur la première partie, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne sera pas arrivé au bout. Mais comme vous le savez, c'est un long processus, puisque le texte part ensuite au Sénat, et ensuite l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent dans une commission mixte paritaire. Le Premier ministre a souhaité donner toute sa chance au débat et je salue cette décision. Et vous savez ce que ça veut dire partir au Sénat? C'est une assemblée qui est plus favorable à la droite et clairement ça donne une couleur. Pas du tout, mais les deux assemblées ont été élues différemment, mais les deux sont légitimes. Absolument. Et le débat doit avoir lieu dans les deux. Et c'est pourquoi nous avons des procédures parlementaires qui font que c'est d'abord l'Assemblée qui examine le budget, c'est ensuite le Sénat, et qu'à la fin, il y a une commission mixte paritaire avec des sénateurs et des députés qui travaillent à partir du texte des deux assemblées. Les députés de votre parti, le MoDem, ont voté avec la gauche cette semaine contre l'avis du gouvernement pour pérenniser notamment la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. On sait que le gouvernement voulait que ça dure 3 ans et l'idée et de les pérenniser. Est-ce que le MoDem a encore sa place dans ce socle commun? Mais le MoDem, depuis de nombreuses années, a toujours défendu la justice sociale et la justice fiscale. Le MoDem a régulièrement défendu des amendements... Il n'y a pas de solidarité gouvernementale dans cette affaire. Attendez. Le MoDem, depuis 7 ans, j'en sais quelque chose, j'ai moi-même porté ces amendements, a défendu des idées consistant à répartir différemment la charge des finances publiques. Ça n'est pas s'écarter du soutien au socle commun que de faire des propositions et parfois de les faire adopter. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. C'est le problème de ce socle commun qui s'est constitué sans programme commun. Parce que clairement, vous n'êtes pas d'accord. Le socle commun, il est constitué de personnalités et de forces politiques qui ont décidé de faire le seul choix responsable dans la situation dans laquelle se trouvait le pays, c'est-à-dire de faire des compromis et de travailler avec d'autres forces qu'ils avaient par le passé combattues. Le temps des grandes confrontations politiques reviendra. Aujourd'hui, le temps est à l'action. Vous avez entendu peut-être Gabriel Attal qui dit « le MoDem ne nous aide pas beaucoup sur ces coups-là, notamment après l'élection d'un vice-président écologiste de l'Assemblée, puisque votre candidat, si on rentre un peu dans le détail sans y passer trop de temps, mais Christophe Blanchet a ratissé bien au-delà du MoDem aux 2 premiers tours, alors que la consigne de Gabriel Attal, c'était de dire « tout le monde vote pour le LR ». Qui doit siffler? Alors certains disent la fin de la récré. C'est Michel Barnier, à un moment, qui doit dire le socle commun, c'est comme ça. Alors d'abord, le fait que Christophe Blanchet ait rassemblé sur sa candidature un nombre de suffrages beaucoup plus important que celui du groupe de MoDem témoigne de la place, de l'importance du rayonnement du groupe MoDem. Deuxièmement, à qui la faute? À qui la faute? Est-ce la faute du MoDem? Ou est-ce la faute du groupe de la droite républicaine qui, il y a 2 semaines, a décidé de présenter des candidats
lors du renouvellement des présidences de commission contre les candidats des groupes qui étaient sortants. Mais excusez-moi. Une sorte de vengeance. C'est pas une histoire de vengeance, mais quand vous m'interrogez sur la responsabilité, je crois pas que ce soit la responsabilité. Le socle commun vit bien, on est d'accord. Je vous l'ai dit. Vous entendant parler toutes les formations politiques du socle commun ont fait un choix difficile, un choix de responsabilité qui est celui de travailler avec des formations politiques qu'ils avaient combattues. Et j'ai beaucoup d'estime pour les dirigeants de ces familles politiques qui ont fait ce choix-là. Parce qu'il n'était pas facile. Beaucoup d'autres ont fait le choix inverse, qui est celui de rester dans leur coin, comme des tireurs couchés, à vouloir faire échouer le gouvernement, ou à vouloir faire échouer la formation du gouvernement pour précipiter le pays dans l'instabilité. Merci beaucoup. Merci Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Merci à vous. Bérengère Bonte, dans quelques minutes, on continue de parler d'actualité internationale. Ce sera les informés avec Renaud Dely. Et on se demandera notamment si avec Emmanuel Macron, la voix de la France est encore audible.